Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce qu'il fait là? Mais qu'est-ce qu'il fait là, Marc-Andrea Morezzi? Alors pourquoi je vous dis cela? Vous savez, Marc-Andrea Morezzi, le plus jeune grand maître français d'échecs de tous les temps, il vient d'avoir 17 ans. Et là, il fait le tournoi du Tata Steel, dans le tournoi des Challengers. Et on va voir ce qui s'est passé à la 10e ronde. Il est opposé à la joueuse néerlandaise Eline Roberts. Et elle a les blancs. Elle va ouvrir avec le pion roi. Elle joue E4. Et Marc-Andrea Morezzi, il répond par C6. La défense Caro-Can. L'idée de C6, bien sûr, c'est d'appuyer la poussée des 5. Comme ça, en cas de prise du pion, on est capable de reprendre. Alors, comme ça n'empêche pas Eline Roberts de s'installer au centre, eh bien, elle aurait tort de s'en priver et elle joue des 4. Et ainsi, elle installe son duo de pions au centre. Duo de pions au centre que Marc-Andrea Morezzi va frapper immédiatement par la poussée des 5. Et là, il y a 3 grandes variantes. Soit on décide de prendre, c'est la variante d'échange. Dans ce cas-là, le pion reprend. Hein. Bon, la partie s'est pas conduite vers cette ligne-là. On peut jouer cavalier C3 aussi, la variante classique, on défend, comme ça si les noirs prennent, on reprend du cavalier. Et il existe la variante d'avance, qui consiste donc à entrer dans le territoire noir, dans le camp des noirs, à passer la ligne médiane, la 5e rangée, et à ôter aux noirs des cases D6 et F6. Donc le pion prive les pièces noires de ces 2 cases. Donc c'est assez ambitieux quand même. Et le coup habituellement joué dans cette position, c'est de sortir le fou en F5, avant de jouer E6, pour ne pas endurer un mauvais fou, un fou qui aurait du mal à s'exprimer. Mais Marc-Andrea Morezzi, il joue une autre idée. Il garde la sortie du fou pour plus tard, et il décide de jouer C5 immédiatement. Donc il vient attaquer le pion D4. Alors c'est vrai que le pion C5 n'est pas protégé, et Eline Roberts, elle va décider de prendre. Si elle consolide par C3, alors les noirs peuvent sortir leur cavalier par exemple en C6 pour continuer à accroître la pression sur D4, et sur cavalier F3, c'est là que le fou sort en G4 pour clouer le cavalier en F3 pour qu'il ne participe pas à la défense de D4 qui est sous pression, et plus tard les noirs fermeront la position par la poussée en E6. On a la dame aussi qui vient en B6 pour attaquer D4, pour attaquer B2, pour que le fou C1 ne puisse pas trop bouger. Donc vous voyez, cette idée c'est de pouvoir sortir le fou de case blanche pour qu'il lutte contre le cavalier en F3, pour empêcher le cavalier F3 de défendre les cases centrales, notamment la case D4, et de livrer combat comme ça sur les cases noires. Un peu comme une défense française d'avance, à ceci près que le fou de case blanche a pu sortir. Mais c'est pas ce qui s'est produit dans la partie. Eline Roberts, elle n'a pas joué C3 pour consolider, non. Elle a pris. Elle a dit, bah, tu me laisses un pion, je le prends. Ici, Marc-Andrea Morezzi, il va jouer E6. Il accepte de fermer la diagonale de son fou en C8, mais il libère le fou en F8 et il attaque le pion en C5. Et Eline Roberts joue A3. Avec le pion en A3, elle va préparer la poussée B4. Fou prend C5, la poussée B4, le fou vient en E7, et cavalier F3. Et donc on pourrait se dire, bah, l'ouverture blanche, plutôt réussie. Le pion en E5, c'est une épine dans le pied ici. C'est désagréable, il contrôle la case D6, la case F6. Ça veut dire que le cavalier G8, on lui cherche ses cases en réalité, vous voyez. Il ne peut pas aller en E7, en F6, il se fera attraper. En H6, tant qu'il y a le fou en C1, il n'a pas trop envie d'aller en H6 parce que peut-être qu'une prise va abîmer la structure de pion des noirs à l'aile roi. Donc le pion E5 est assez désagréable, le cavalier F3 est sorti, le fou E2, enfin le fou F1, pardon, il peut sortir assez facilement et permettre un petit roc. Et dans ce type de position, autant il est aisé de voir où va se sécuriser le roi blanc. Par exemple, après fou D3, on pourra jouer petit roc. Autant pour le roi noir, la recherche d'un abri sûr, d'une bonne cachette, ici, c'est compliqué. Peut-être qu'on n'a pas trop envie d'aller vers l'aile dame. Déjà, c'est bien bouché vers l'aile dame. Il y a beaucoup de pièces qui font obstacle pour faire un grand roc, vous voyez. Puis en plus, le pion C n'est pas là. Et si on fait un grand roc, le roi, c'est en C8 qu'il arrivera. Alors on se dirait, bon, bah, il faut arriver à développer le cavalier pour faire petit roc. Mais déjà, développer le cavalier est un vrai challenge ici. C'est pas facile de savoir le développer. Parce que si on vient en H6, on va se faire casser le roc par l'échange fou prend cavalier. Et même si le cavalier trouvait une case et qu'on faisait petit roc, bah, avec le fou en D3, est-ce qu'on a envie d'avoir la paire de fous comme ça qui vise dans notre direction, la présence d'un pion de 5 qui permet de gagner l'espace, de manger l'espace central, et de permettre aux blancs, finalement, d'avoir une meilleure communication d'une aile à une autre et de pouvoir amener des pièces offensivement supérieures à ce que pourraient faire défensivement les noirs, en fait.
qui ont moins d'espace, à cause de la structure de pion comme ça bloquée au centre, désavantageusement pour eux. Donc le roi noir, on ne sait pas ce qu'on va en faire. Grand roc, c'est compliqué, il y a beaucoup de pièces à développer, le roi ne sera pas très bien abrité. Et petit roc, il y aurait les 3 pions de protection, la couverture de pion si on faisait petit roc, mais on aurait les pièces blanches qui auraient un jeu facile quand même pour pointer, attaquer, piquer ce petit roc. Bon, alors qu'est-ce qu'il fait Marc-André Amorelli? Qu'est-ce qu'on doit faire quand on a un problème comme ça pour abriter son roi? Eh bien, Yossif Dorfman, qui a été, pour moi, l'entraîneur qui m'a le plus appris. Je travaillais 2 ans avec Yossif Dorfman. Eh bien, Yossif Dorfman m'a expliqué que quand on était face à un problème comme ça, il fallait essayer de trouver des coups dynamiques pour essayer de résoudre son problème. Le problème des Noirs, c'est que le roi pourrait se faire attaquer sur petit roc. Donc, soit on trouve des coups dynamiques au niveau des pièces, c'est-à-dire qu'on parvient à échanger certaines pièces. Par exemple, si on parvenait à échanger les dames dans la position, eh bien les blancs ne pourraient plus lancer une offensive contre le petit roc. Ça ne serait pas sérieux sans les dames, sans la pièce maîtresse. Mais là, c'est pas possible. Les noirs sont dans la capacité de provoquer des échanges de pièces. Et donc, l'autre possibilité, si on ne peut pas modifier le rapport matériel, c'est de modifier la structure de pion, et notamment la structure de pion centrale. Si c'est le pion E5 qui pose problème, eh bien, il faut détruire ce pion E5. Et si d'habitude, une chaîne de pions, on l'attaque à sa base, bah ici, finalement, le pion E5, il n'y a pas de base, il est tout seul. Donc, on va l'attaquer par la pointe, par la tête de pont. Et on va jouer F6 pour l'attaquer. Cette poussée en F6, avec l'idée que si le pion prend, le fou va reprendre et profiter de l'attaque, de gagner un temps en attaquant la tour en A1. Là, donc la tour devra bouger, on devra essayer de résoudre ce problème avec les blancs. Ça sera encore aux noirs de jouer, et finalement les noirs vont pouvoir booster leur développement. Par exemple, sortir le cavalier, préparer le petit roc, ça sera plus facile. On aura la case E7 si le fou est en F6. Qu'est-ce que va faire Eline Roberts? Eh bien, elle va jouer ici, fou B2. Elle est en train de dire à Marc-André Amorelli qu'elle veut exploiter la case E5. Elle lui dit, viens, prends E5. Pour que ça permette d'installer le cavalier et d'ouvrir comme ça la grande diagonale noire. Et en installant le cavalier en E5, finalement, on va s'imposer ici au centre avec un beau cavalier qui va rayonner, qui va être solaire en E5. En plus, il faut remarquer qu'après pion prend, cavalier prend, le cavalier F3 n'étant plus là, la dame pourrait avoir accès à la case H5 pour aller attaquer le roi. Et ça peut être intéressant pour les blancs. Donc les noirs, ici, ils ne veulent pas prendre en E5. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer par A5. Mettre une pression à l'aile dame, ils attaquent 2 fois le pion B4, qui n'est protégé qu'une seule fois. Donc le pion avance. Et maintenant, le cavalier vient en D7. En D7, ça permet d'attaquer une nouvelle fois le pion E5. Et le cavalier D7 peut rebondir, maintenant qu'il n'y a plus le pion B4, parfois le cavalier D7 peut rebondir en C5 aussi. Il peut y avoir ces possibilités-là. Mais les blancs jouent fou D3. Et finalement, depuis le début de l'ouverture, ça tourne autour de cette case E5. Et ici, Marc-André Amorelli, il peut jouer cavalier H6 maintenant, parce que le fou C1 n'est plus là. Et le cavalier, quand il vient en H6, c'est pas pour s'endormir au bord de l'échiquier, c'est pour revenir en F7, tripler les attaques sur le pion en E5, essayer de se rendre maître de cette case en E5. Parce que si les noirs contrôlent suffisamment cette case E5, eh bien les blancs ne pourront pas s'y installer, et une fois éliminé le pion E5, le pion E6 pourra lui prendre la place en E5 et créer un duo de pions au centre. Et c'est finalement les noirs qui vont récupérer l'avantage d'espace au centre. Donc le but des noirs, c'est de batailler pour la case E5, éliminer le pion E5, mais contrôler suffisamment cette case pour que les blancs ne puissent pas s'installer sur cette case, et que ce soit plutôt les noirs qui puissent pousser en E5. Alors les blancs ici, ils ont joué C4. À noter que s'ils prennent en F6, donc on aurait fou prend. Et si le fou prend, dame reprend, attaque la tour, vous voyez, après tour A2, c'est ce que je vous disais, bah maintenant, la case 5, on peut jouer au 5. Et c'est plus la même chose. Maintenant, les noirs, ils ont un beau duo de pions au centre, avec des menaces de fourchettes qui peuvent arriver, et ils ont un jeu totalement décongestionné, en fait. C'est les blancs qui sont en souffrance dans cette position. Donc, dans la position, les blancs ne prennent pas, et Eline Roberts, elle joue C4. Avec l'idée que si le pion prend, bah, écoutez, le fou va reprendre en attaquant E6, par exemple, quelque chose comme ça. Petit roc de Marc-André Amorelli. Et là, Eline Roberts, elle pourrait faire petit roc aussi. Mais elle va jouer cavalier D2.
avec l'idée que si les noirs prennent, eh bien, le cavalier va reprendre, puis le cavalier D2 pourra s'installer en F3, toujours pour essayer de s'imposer sur la case E5. Donc elle diffère, elle remet à plus tard le petit roc. Elle remet au lendemain la possibilité de faire petit roc. Mais parfois, souvent même, le lendemain, c'est la journée la plus chargée de la semaine. Parce qu'à force de remettre les choses au lendemain, eh bien, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de problèmes qui vont s'accumuler, et puis peut-être tout simplement qu'elle ne pourra jamais le faire. Et d'ailleurs, c'est le drame de la partie. Le roi blanc ne parviendra jamais à se sécuriser. Le petit roc qui était à portée de main, de bras ici, ne sera jamais effectué par Hélène Roberts. Jamais dans cette partie. Alors, Marc-Andrea Moretzi, il prend. Le cavalier s'installe. Ça, c'est une bonne chose pour les blancs, mais toute la discussion va tourner autour de cette case en E5. Est-ce que les blancs vont pouvoir continuer à se maintenir, à s'imposer sur cette case en E5? Et donc, fou F6. 2 attaques pour un seul défenseur. Plus le cavalier cloué, parce que derrière, il y a le fou B2. Donc, cavalier F3 pour appuyer le contrôle de la case E5. Cavalier prend. Cavalier reprend. D prend C4. Fou prend C4. Et regardez la précision, dame C7. On attaque 2 fois le cavalier en E5, et en même temps, on presse le fou. Donc on menace de prendre le cavalier en E5 et de prendre le fou en C4 une fois que le cavalier E5 n'est plus là. Donc les blancs ne peuvent pas roquer, c'est pas possible, ils n'ont pas le temps. Donc ils jouent dame E2 pour défendre les deux. Et cavalier F7. Vous voyez cette bataille autour de la case E5, la pomme de la discorde. 3 attaques pour 2 défenseurs. Voilà. Et le fou C4 qui est en ligne de mire quand même, qui est toujours aussi sous pression, même s'il est défendu. Alors comment faire ici? Hélène Roberts, elle va craquer. Elle va prendre en F7. Et ça va lui causer des problèmes, mais d'un autre côté, que faire? Si on prend pas en F7, comment protéger E5? On pourrait jouer F4. Mais les noirs pourraient prendre, et tôt ou tard, les blancs devraient reprendre d'un pion. Et quand on reprend d'un pion, le fou n'a qu'à se décaler, et vous voyez, la colonne F s'ouvre, et le roi ne pourra pas faire petit roc, parce que le roi ne peut pas traverser une case contrôlée par une pièce adverse. Donc finalement, F4 ne permettra pas de sécuriser le roi. Donc c'est pour ça qu'elle prend. Alors quand je dis qu'elle craque, non, finalement, elle devait prendre, c'est pas maintenant qu'elle craque. Et là, les noirs prennent en intermédiaire en B2. Donc faut reprendre, parce que si on joue tour B1, le problème, c'est que le fou viendra en C3 sur échec. Et après, le cavalier va tomber. Donc, il faut prendre. Dame prend. Et dame prend C4. C'est le fou qu'on prend pour contrôler la case F1 et toujours interdire la possibilité au roi de rejoindre son oasis, son abri sûr. Et le cavalier reste en prise. Donc, cavalier E5. Dame E4 échec. On ne peut pas interposer la dame en E2 parce que ça perd le pion G2. Donc, du coup, au roi F1 pour défendre G2. Et le problème d'un roi qui ne s'abrite pas, c'est pas simplement sa propre insécurité, c'est également la passivité de la tour qui ne joue pas. Parce que quand on regarde cette position, en réalité, si les blancs avaient pu faire petit roc, mais la position elle est géniale pour les blancs, avec le cavalier E5 dominateur, le fou C8 qui a du mal à s'exprimer, le pion E6, une structure noire plus morcelée. Non, le problème c'est que les blancs n'accèdent pas au petit roc. Et Marc-Andrea Moretzi, il est très précis et joue totalement là-dessus. B6, il va donner la case B7 à son fou. F3, on essaye de repousser la dame, mais fou B7, bien joué. La dame, elle n'a pas besoin de partir. Le pion F3 est cloué, de toute façon. Et quand vous avez ce fou en B7 et que vous êtes obstrué sur le jeu des cases blanches par le pion F3, il faudra chercher, tôt ou tard, à sacrifier. C'est pas facile, parce que le pion G2, le socle du pion F3, il est là, et le cavalier E5, il est là également pour défendre. Mais ça veut dire que les blancs ne doivent pas toucher au pion G2, hein, parce que là, les sacrifices peuvent vraiment prendre forme. Alors, les blancs jouent tour E1, dame H4. Par exemple, si on joue G3 ici, vous voyez, il y aurait dame H3 échec, et après dame G2, pour essayer de proposer d'échange des dames, on refuserait toujours dame F5, et vous voyez, F3, en plus le pion F peut même plus avancer parce qu'il y a dame derrière, F3 est bien pris pour cible. Et toujours le problème de la tour en H1. Donc, dans la position, après dame H4, dame F2 a été jouée sans, justement, provoquer le coup G3. Et là, on propose l'échange des dames. La dame vient en A4, attaque B5.
La dame blanche s'empare du pion B6, mais fou D5. Les blancs gagnent un pion, mais ils vont le reperdre, parce que les noirs vont jouer tour B8 et ils vont regagner B5. Et le danger même pour les blancs, c'est que quand la tour gagne B5, eh bien, la tour va elle aussi pouvoir s'impliquer au combat contre le roi blanc. Donc les blancs vont reculer la dame préventivement. Dame prend B5 échec, roi F2. Vous voyez, les blancs essayent de mettre un maximum de pièces sur case noire pour ne pas avoir de problème avec le fou de case blanche et garder une structure de pion très solide sur les cases blanches pour entraver les diagonales de sous-fou. Dame A4. Et là, oui, c'est là que les blancs craquent en réalité. Mais je pense que c'est quasiment impossible de trouver le bon coup ici. Très compliqué de trouver le bon coup. Je vais vous inviter à le chercher d'ailleurs. Essayez de trouver le coup qu'a proposé l'ordinateur à l'analyse. Mais vous verrez, c'est très compliqué à le trouver. Et puis après, on va comparer finalement le coup que vous avez pensé, le coup que l'ordinateur propose et le coup que Hélène Roberts a joué. Alors, je vous laisse quelques instants pour mettre la vidéo sur pause. À tout de suite. Alors, vous avez pensé à quoi? Bon, ici, le coup de l'ordinateur, c'était roi G3. Roi G3. Il faut sortir du bois. Il faut aller en G3 pour trouver un havre de paix. Il faut sortir du bois ici. On va essayer de comprendre. Hélène Roberts a joué H4. On en parlera un peu plus tard. Bon. Moi, avec les blancs, honnêtement, j'aurais été tenté de jouer tour H, F1 pour, hop, faire un roc à la main et mettre mon roi en G1. Et le problème, très concret, c'est que les noirs vont jouer tour B8 et menacer tour B3. Par exemple, sur roi G1, il y aurait alors tour B3. La dame est attaquée, le pion A3 tombe et les noirs vont valider, enfin ils vont générer un pion passé. Pas très élégant valider un pion passé, ça fait un terme un peu anglais. Donc c'est plus, ils vont générer, ils vont créer un pion passé. Ça c'est un sacré atout, un pion passé éloigné quand même. Donc dans la position, sur tour B8, on a cette menace tour B3. Donc sur roi G1, il y a tour B3 et on gagne le pion. Alors on pourrait vouloir s'opposer par tour B1, mais ça perd tour B1, parce que les noirs échangeraient les tours, et dame C2, fourchette, roi, tour, ça perd la tour. Et c'est pour ça qu'il faut aller en G3. En réalité, dans la position ici, il faut aller en G3. Le roi, il n'y a pas d'échec contre lui. Et s'il y a tour B8 pour vouloir jouer tour B3, cette fois-ci, on peut jouer tour B1. Parce qu'après prise, dame C2 ne fait pas de fourchette, en fait. Et on pourra essayer de jouer H3 et planquer le roi en H2 un peu plus tard. Et trouver une cachette comme ça, sur case noire, pour éviter des ennuis avec le fou de case blanche. Mais Hélène Roberts, elle n'a pas pensé à ça, elle joue H4. C'est pas mal aussi. Peut-être elle a la volonté, parce que vous comprenez, le pion G2 et le pion en F3, ils sont là pour faire obstacle au fou de case blanche. Et pour l'instant, Hélène Roberts, elle se dit, le fou de case blanche, il est muselé, il m'embête pas trop. Le cavalier E5 est assez dominant, mais si je veux gagner avec les blancs, il ne suffit pas de faire obstacle au fou de case blanche de l'adversaire, je dois aussi porter le combat sur les cases noires. La couleur faible de l'adversaire. Et le pion le plus important sur case noire, c'est le pion G7, c'est le pion qui défend les cases noires autour du roc. En plus, la dame, elle est éloignée, elle s'est baladée à l'aile dame ici. Donc l'idée de H4, c'est très humain comme coup en fait, c'est de parvenir à jouer H5, puis H6, essayer de frapper G7, et de passer la tour, de la coulisser sur la troisième rangée pour attaquer G7, peut-être avec la dame. Donc c'est très humain comme coup. Oh, finalement, je parlais de tour F1, mais maintenant que je vois H4, c'est peut-être ça que j'aurais joué. Mais c'est trop précis en face. Marc-André Moretzi, il est trop précis. Et il ne va jamais laisser ça arriver. Donc il joue tour B8, H5, tour B3 attaque la dame, elle vient en C5. Ici, il y a eu dame F4. Marc-André Moretzi ne se fait même pas de tourner par le pion A3. Regardez où il va, en F4. Et regardez la pression sur F3. Le fou, la tour, la dame, l'autre tour derrière. Heureusement qu'il y a le pion G2 et le cavalier E5 pour défendre. Hein. Mais en réalité, c'est pas suffisant. On parlait de ce sacrifice en F3. Eh bien, il va arriver. Je sais que c'est au blanc de jouer, mais regardons ce qui se passerait si c'était au noir de jouer. Il faut comprendre la menace pour jouer correctement avec les blancs, pour pouvoir parer la menace. Et les noirs, en fait, ils menacent fou prend F3 ici. Fou prend F3. Pam! Parce que sur cavalier prend, on continue. Tour prend F3, pam. Pion prend, dame prend échec, oblige roi G1, et dame G3, échec et mat. Ah ouais.
Donc ici, dame F4, c'est très très puissant comme coup. Les noirs assiègent la casse-mat du roi blanc. Donc tour H3 a été joué pour aller défendre ce pion en F3. Alors, tour B2 échec. Bon, que faire ici? Non, mais là c'est très dur, tour B2 échec. Très très dur. On ne peut pas jouer, si on joue tour E2, le problème c'est que la tour est clouée. Déjà, on pourrait l'échanger et gagner le cavalier en E5. Et je ne sais pas, sur tour E2, si on pourrait même pas faire dame prend cavalier, parce que la tour est clouée, elle ne pourrait pas prendre la dame. Et si la tour prend la tour, on pourrait reprendre. Mais bon, sur tour E2, on peut aussi tout simplement prendre sur échec et prendre le cavalier en E5 sur échec. Donc tour E2, c'est pas possible. Donc il faut regarder roi F1, roi G1. Mais après tout, c'est ce qu'on voudrait peut-être faire, aller planquer le roi. Mais sur roi G1, il y a dame D2 qui attaque la tour et qui menace le mat en G2. C'est pour ça que Hélène Roberts, elle a été en F1. Comme ça, sur dame D2, il y a juste à gérer le mat en G2. Parce que la tour, elle est protégée, et donc on pourrait jouer tour G3. Mais Marc-André Amorelsi, il joue dame G5. Il menace le mat en G2, et il empêche tour G3 d'arriver. Et comment éviter ce mat en G2? Si tour H2, on aurait dame G3, attaque la tour, et la tour, elle ne peut pas bouger, sinon on prend en G2, donc c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre coup? Si on joue tour E2, eh bien, il pourrait y avoir tour prend, roi prend, et dame prend G2 échec qui attaquerait encore, qui ferait une fourchette. Vous voyez, tour prend, roi prend, dame prend G2, attaque roi et attaque tour. Donc c'est pas possible non plus. Donc on vient de voir tour H2, on vient de voir tour E2. Si on joue G4, la dame vient en D2, et là, c'est la deuxième rangée est ouverte, donc on menacera dame G2 mat. Donc ici, qu'est-ce qui a été joué? C'est dame G1 qui a été joué pour défendre G2. Bon, on voit que la position blanche est dominée et que le roi, c'est une plaie. On n'a jamais réussi à trouver en contre. Vous voyez, si on compare avec le roi noir, il n'a pas eu de souci, mais le roi blanc, c'est sans arrêt un problème. Et donc dame D2 là, arrive. Alors qu'est-ce que ça menace, dame D2? Qu'est-ce que ça menace, dame D2? En fait, on aimerait pouvoir jouer dame D3 échec pour forcer tour E2 et dame prend E2 mat. Mais il y a le cavalier en E5. Donc, la menace, c'est de jouer fou C4 échec pour dévier le cavalier et jouer dame T3. Forçant tour E2, dame prend E2 mat. Donc, c'est ça la menace. Tour G3 a été joué. Et donc... on assiste à fou C4. Elle n'a pas vu la menace ici. Donc fou C4. Mais je crois qu'il n'y a pas de moyen en fait de parer. C'est plus possible maintenant. Voilà, donc une partie avec beaucoup plus de précision de Marc-André Amorelsi et Hélène Roberts qui n'a jamais pu réellement résoudre les problèmes de son roi. Alors pourquoi je vous disais, mais qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait là, Marc-André Amorelsi? Parce qu'il n'a rien à faire là. Il n'a rien à faire dans ce tournoi des Challengers. Il devrait être dans le tournoi des Masters. Et on va regarder le classement pour vous convaincre. Alors regardez le classement. Marc-André Amorelsi, seul en tête, avec 7,5 points sur 10. Donc il est talonné, mais en fait c'est même pas talonné, c'est quand même 1 point de retard de Mendonca. Alors 1 point, c'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup. C'est pas, quand on est talonné aux échecs, 1,5 point, c'est déjà dur à rattraper 1,5 point. Alors 1 point complet, c'est assez compliqué, d'autant que Marc-André Amorelsi a livré bataille aujourd'hui avec les Noirs, donc il récupérera les Blancs demain. Et puis après, il y a d'autres poursuivants à 6 points, mais ils ont 1,5 point de retard, donc c'est trop. Donc Marc-André Amorelsi, il survole, il domine ce tournoi des Challengers. Maintenant, on va regarder le tournoi des Masters, le classement. Alors dans le tournoi des Masters, vous voyez que c'est Gukesh qui a 1,5 point d'avance sur Guéry et Praggnanandhaa, alors que Firouzja a ses problèmes d'inconstance. Parfois, il fait des parties brillantes, et parfois, il se loupe, et la ronde précédente, il s'est loupé, et là, la 10e ronde, il a fait match nul, en fait. Mais un petit bonbon pour finir. Regardez cette position. Cette position s'est jouée au tournoi des Challengers. Et le grand maître espagnol, Jaime Santos Latasa, affronte un maître belge, Stéphane Beukema. Alors, qu'est-ce que vous joueriez dans cette position? Le trait est au blanc. Bien, je vous invite à mettre la vidéo une dernière fois sur pause pour avoir le temps nécessaire, et après, on en discute ensemble, là, tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on va jouer avec les blancs? Eh bien, ici,
on rêverait de mettre le cavalier en E6. Ça ferait une sacrée fourchette. Hein. Ça attire l'œil, bien sûr, cette case en E6. Eh bien, vous savez quoi? C'est ce qu'on joue. Cavalier E6. Le cavalier attaque le roi, attaque la dame, attaque la tour, attaque le fou. Bon, ça attaque le pion et le cavalier, mais évidemment, ça n'a pas d'intérêt, mais c'est pour le côté visuel d'un cavalier ici qui arrive sur la 6e rangée, sur la faiblesse de la case en E6, qui arrive avec fracas. Alors, bien sûr, le cavalier noir peut éliminer le cavalier blanc. Et c'est ce qui se passe, cavalier prend E6. Mais du coup, le cavalier noir n'assure plus la protection de la tour. Et si les noirs ont éliminé le cavalier blanc pour éviter la fourchette, ils vont se prendre une autre fourchette. Parce que du coup, la tour n'est plus protégée, donc la dame prend. Et la double peine, c'est qu'on vient de gagner la qualité avec les blancs, mais en plus, ça fait une fourchette roi-cavalier, et les noirs n'ont pas les moyens de sauver leur cavalier. Donc cavalier F6, dame prend cavalier, et abandon du maître belge, parce que bien sûr, dans cette position, il a une tour nette en moins. Il doit également avoir un pion de moins, je crois. Non, il y a égalité de pion, mais... Il y a une tournette, une structure de pion chaotique, un roi qui n'a pas d'abri, donc bien sûr c'est fini. Donc c'était juste pour le côté visuel de cette fourchette ici de cavalier. J'ai trouvé assez sympa ce cavalier arriver comme ça en E6 et mitrailler la position noire. Bien voilà, j'espère que vous avez pris du plaisir dans cette vidéo. On va se retrouver bientôt pour de nouvelles aventures. Soutenez-moi, les commentaires comme d'habitude, les pouces, je lis tout ce que vous... écrivez. On se retrouvera bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir à tous.